Mesdames, Messieurs, mes chers amis, bonjour. Nous sommes ravis de nous retrouver au cabinet Hugues Lepage avec l'ICH Business Club. Vous savez que c'est un long partenariat fidèle, loyal, indestructible que nous avons mis en œuvre et on remercie sincèrement le cabinet Hugues Lepage avec notre ami Christian toujours là. Avec ce matin une thématique qui est une thématique récurrente maintenant en immobilier dans la construction, c'est comment réduire l'empreinte carbone, évidemment en construisant mieux. Alors le sujet est très ambitieux en 1 heure, donc il va falloir qu'on soit extrêmement synthétique. Donc je ne vais pas déborder davantage, je vais laisser la parole à Christian et puis ensuite à Pauline qui vont nous retracer, j'imagine, les grandes lignes juridiques que le législateur impose maintenant en termes de construction. Et puis ensuite, on va essayer de bâtir, sans faire de jeu de mots, cette conférence autour de plusieurs sujets. Il y aura le sujet technico-technique, et donc là, on aura des spécialistes des matériaux. Et puis, comme toujours, puisque je représente en quelque sorte l'évaluation immobilière, on va parler des demandes marché, comment on peut valoriser les actifs. On a la chance d'avoir Olivier Meige, dont la société RQR est très en avant sur ces sujets. C'est presque une croisade, une mission évangélique qu'Olivier a depuis plusieurs années. Et puis, naturellement, dans la dernière partie de cette conférence débat, on sera sur la partie débat pour poser des questions. C'est ce qui fait le sel de nos interventions. Voilà, Christian, je vous laisse la parole. Merci de cet accueil chaleureux pour tout le monde. Et on en a besoin en ce moment. Mais quelques observations de cadrage juridique, parce qu'on parle effectivement de bilan carbone, mais il faut savoir quelles sont les lois de base sur le sujet. D'abord, une loi correspond toujours à un besoin, et ce besoin, c'est que effectivement, le secteur résidentiel tertiaire est à la hauteur environ de 18% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas négligeable. Si j'ai bonne mémoire, c'est les transports qui viennent en premier. Mais le bâtiment, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, le législateur a essayé de faire une révolution poussée certainement par la société civile et par les entreprises qui voient un nouvel horizon et une œuvre à construire. Et il y a deux choses à dire sur le cadrage juridique du sujet. D'abord, la révolution apportée par la loi climat résilience qui fait modification du code de la construction, qui demandait en cas de vente et de location un bilan énergétique, mais maintenant on demande effectivement que le bien immobilier proposé à la vente ou à la location devra faire l'objet d'un classement au regard de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. C'est donc une révolution. La deuxième chose, ça c'est l'objet, c'est l'affaire du marché en quelque sorte. Mais il faut aller plus dans le détail et, comment dirais-je, regarder, on donne une direction, mais il faut donner des instructions pour la construction. Et donner des instructions sur la construction, c'est qu'il ne faut pas d'abord oublier les apports de la loi économie circulaire sur la réutilisation des matériaux. J'ai mis de côté un ouvrage qui est ici, que nous avons publié avec une collaboratrice du cabinet, sur les dispositions relatives au tri des matériaux réutilisables, les contrôles et la performance. Donc, c'est une question assez technique qui a fait d'ailleurs l'objet déjà d'un Zoom, je crois, au Moniteur, mais on est à votre disposition pour vous donner des références. Mais la partie la plus intéressante, c'est la RE 2020. 2020. Donc, je vous donne la parole, mais peut-être Olivier voulait reprendre une seconde. Ça s'enchaîne parfaitement. Parfaitement. Pauline Maurice va vous expliquer ça avec brio et clarté, c'est clair. Avec un pléonasme. Exactement. C'est vrai que dans le domaine de la construction neuve, là, on a un peu fait un tour général rénovation, construction confondue. Mais si on s'intéresse vraiment au secteur de la construction neuve, les enjeux en termes d'environnement et carbone à ce jour, c'est la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, qui entre en vigueur petit à petit depuis le 1er janvier 2022 et qui n'a pas fini d'étendre ses effets dans l'ensemble des secteurs. Ça a commencé par le logement,
puis les bureaux, et petit à petit, la réglementation 2020 a vocation à remplacer la RT 2012. La grande nouveauté de cette RE 2020, c'est par rapport à l'ensemble des réglementations thermiques, depuis les années 70 jusqu'à la RT 2012, c'est un élargissement à la fois en termes d'un point de vue matériel et puis d'un point de vue également temporel. Jusqu'à maintenant, les réglementations thermiques, elles avaient pour objectif d'imposer une évaluation de la performance énergétique des bâtiments uniquement sur leur phase d'exploitation. Avec la RE 2020, on va non seulement évaluer la performance énergétique, mais on va étendre et on va s'intéresser à l'évaluation des impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, non seulement en phase d'exploitation, mais sur l'ensemble du cycle de vie. C'est ça la véritable originalité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le cycle de vie? Ça veut dire qu'on va regarder depuis la phase très, très amont, l'extraction même des matériaux, puis toute la phase de production même des matériaux de construction, la phase chantier, la phase exploitation, très classique, et puis également la partie démolition, la partie recyclage et l'ensemble des phases de transport entre toutes ces étapes. Donc, le cycle de vie, c'est vraiment au sens large et c'est une véritable nouveauté en matière de réglementation environnementale. Cette révolution, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. La RE 2020, c'est la poursuite d'une expérimentation dont on a beaucoup parlé, l'expérimentation E+C-. C'est une expérimentation qui a permis d'appliquer par anticipation une espèce de grande phase test de cette RE 2020 avec des volontaires. L'idée, c'était vraiment d'appliquer par anticipation, de pouvoir tester, enrichir, améliorer, modifier cette future RE 2020 qui aujourd'hui est en application. Ça s'est traduit par un label qui s'appelait le label E+C-, puis une grande phase de concertation afin enfin d'arriver à la RE 2020 telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui a donc été co-construite par l'ensemble des acteurs du marché de la construction. Donc ça a permis non seulement d'enrichir la RE 2020 et puis dans une phase un peu inverse, de permettre une meilleure acceptabilité, une meilleure applicabilité de cette RE 2020 par l'ensemble des acteurs du marché. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail sur cette RE 2020, on a trois grandes thématiques, trois grands objectifs. Le premier, qu'on connaît tous depuis très longtemps en matière de réglementation thermique, c'est la performance énergétique. On va être vraiment dans le droit fil des réglementations thermiques que vous connaissez jusqu'à maintenant, avec une volonté d'avoir des bâtiments toujours plus performants. On va retrouver des méthodes assez vraiment dans le droit fil de la RT 2012, avec une amélioration, un renforcement des objectifs, un renforcement des indicateurs, de nouveaux indicateurs à prendre en compte dans la construction neuve. On peut noter par exemple que l'évaluation de la performance énergétique se faisait sur 5 usages qu'on connaissait bien, le chauffage, le CS, le refroidissement, la ventilation, l'éclairage. On va venir étendre ces usages, on va prendre en compte désormais la mobilité à l'intérieur des bâtiments, ça veut dire les escalators, ça veut dire les ascenseurs. On va ajouter également l'éclairage dans les parkings et dans les parties communes. Donc voilà, on est dans la perfection sur la performance énergétique par rapport aux réglementations précédentes. Si on poursuit en termes d'objectifs, on a également, toujours dans le droit fil de la RT 2012, un renforcement sur le confort d'été. C'est des objectifs qui avaient commencé à être pris en compte dans la RT 2012. C'est vraiment ce qu'on appelle également l'adaptation au changement climatique pour le bâtiment, avec quand même une véritable refonte en termes de méthode. On a des nouveaux indicateurs, enfin un nouvel indicateur qui remplace le précédent. Désormais, on parle de l'indicateur degré-heure d'inconfort, si on peut rentrer un petit peu dans la technique. Juste pour rappel, pour bien comprendre comment fonctionne la réglementation thermique, on a vraiment un ensemble d'indicateurs que les constructions neuves doivent prendre en compte, qui fixent des seuils à respecter. Donc, actuellement, on a 6 indicateurs, on en a 3 ou 4 en matière de performance énergétique, on va en avoir un en matière de conformité. Et dans notre dernier thème, on a également 2 indicateurs en matière de carbone, et c'est ça la grande nouveauté et la dernière thématique de cette réglementation 2020, c'est la performance environnementale, la prise en compte de l'impact carbone de l'opération de construction.
Donc l'idée, c'est vraiment d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre de l'opération de construction sur l'ensemble du cycle de vie via une méthode qu'on va appeler l'ACV, l'analyse du cycle de vie. Concrètement, ça consiste à décomposer le bâtiment en catégories qu'on va appeler des contributions. On va avoir 5 contributeurs. Je vais vous les citer très rapidement. On a la contribution relative aux composants, ça ce sont tous les matériaux et les produits de construction. La contribution relative à l'énergie, la contribution relative au chantier, la contribution relative à l'eau et la contribution relative à la parcelle. Donc on va décomposer le bâtiment et on va évaluer l'impact de l'ensemble de ces contributions sur l'ensemble du cycle de vie. Et on arrivera à définir si on se situe au-dessus ou en deçà des indicateurs définis par la réglementation, environnementale. Pardon. Comment on fait pour évaluer? On a des données environnementales, c'est-à-dire que chaque produit, chaque matériau de construction, chaque service fait l'objet de données environnementales qui sont recensées dans une base de données, la base de données INES, et qui permet d'évaluer concrètement l'impact environnemental de chacune de ces catégories, de chacun de ces contributeurs. Et ça me permet de vous passer tout de suite la parole pour discuter de ces fameuses données environnementales des matériaux, très concrètement et d'un point de vue plus technique. Merci Pauline. Alors, je crois qu'il faut rappeler deux, trois choses pour qu'on puisse avancer. Christian rappelait que le secteur de l'immobilier aujourd'hui, plutôt le secteur de la construction, tous les bâtiments, on estime qu'il y a à peu près 900 millions de mètres carrés en France, entre le privé et le public. C'est le secteur le plus émissif. Donc ça, c'est déjà un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que la France est engagée à ce qu'il y ait une neutralité carbone à 2050. Deuxième sujet. Troisième sujet, c'est que les constructions neuves représentent à peu près 1 à 2% du parc. Ça veut dire qu'on n'y arrivera jamais d'ici 2050. Ce qui signifie, et il faudrait 700 000 logements, je crois, à partir de 2022 pour essayer de se rapprocher d'une neutralité carbone. Autre sujet également qu'on a, c'est qu'on n'arrivera pas à atteindre cet objectif si on ne fait pas de la rénovation. Oui. Donc la rénovation, c'est vraiment ce qui nous permettra de tendre vers cet objectif de neutralité carbone. Ensuite, on a, je crois, à peu près 46 millions de tonnes de déchets, dont la moitié est liée à la démolition, il y a un tiers à la rénovation. Donc, vous voyez, on est encore très, très loin des sujets de retraitement, d'économie circulaire, etc., puisqu'on estime qu'il y a entre 10 à 30% des déchets qui sont utilisés dans la construction. On a besoin aussi d'outils pour évaluer ce que vous disiez, c'est-à-dire quelle est l'empreinte carbone des bâtiments. Alors, il y a un début d'amorce, de commencement d'embryon, de label, etc., puisqu'il faut qu'on arrive à coter ça. Autre sujet, on a à peu près 60%, comment dirais-je, de l'empreinte carbone qui est liée donc à la construction. Mais ça veut dire qu'il en reste 40 qui ne sont pas liés à la construction. Et donc ça va être lié à l'énergie. Et c'est vrai qu'on est un petit peu enfermé là dans ces histoires de carbone et d'immobilier à décarboner, un petit peu dans la décarbonation pour les nuls version DPE, c'est-à-dire que le DPE est une sorte d'arbre qui cache la forêt. Moi, je le vois avec les clients, ils ont compris qu'il y avait des lettres. Donc voilà, A, B, C, D, E, F, G, etc. Ils ont compris qu'il pouvait y avoir un impact. Alors d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Nous, en évaluation, ça nous fait toujours sourire quand on nous explique qu'il y a un lien entre une lettre DPE et la valeur d'un bien. Parce que déjà, lettres A et B, ça représente, allez, 5-7% des lots. Même en promotion, dans construction neuve, ils ont les plus grandes difficultés à être en A parfois. Et puis, vous avez les passoires énergétiques. Donc, tout ce qui est F et G. Mais en fait, quand on est en passoire énergétique, le bien n'est déjà pas terrible. Donc, on a déjà des caractéristiques du bien qui penche vers une dégradation de la valeur parce que le niveau de standing, etc. Il y a une zone un peu plus floue pour nous, qui est la zone D, E, etc. On a eu un client là qui est propriétaire d'un immeuble bloc. Il était très mal noté, le garçon. Il était en F, donc il se désespérait, il se tapait la tête contre les murs. Et puis, il a rencontré un artisan qui lui a changé uniquement la chaufferie. Et en changeant la chaufferie, il est passé de F à D.
bon, par une magie qu'on ne s'explique pas, et donc il s'est trouvé exonéré de tous les fléaux que représentait le mauvais étiquetage. Bon, on a aussi des sujets DPE. Je renvoie au DPE nouvelle version juillet 2021 de mémoire, qui a créé alors là, un cortège de sujets avec des indemnités de l'État. Enfin, et n'oublions pas que le DPE est déclaratif. On va pas s'amuser à faire des carottages dans les murs pour savoir si c'est correctement isolé. Donc il y a aussi des choses qui, c'est pas une science exacte. Donc je parlais de l'évaluation de l'empreinte carbone, et puis on a, et on va passer là directement aux autres sujets, il ne faut pas oublier les sujets liés aussi à la réversibilité. Parce qu'en fait, on ne s'en sortira pas si dans les permis de construire, on n'impose pas une chose que les promoteurs ont en horreur, c'est de construire avec des plafonds plus élevés. Parce que la réversibilité, je vais vite, mais la réversibilité, c'est plus vous avez des hauteurs importantes et plus la réversibilité est facile. Mais plus vous avez des hauteurs importantes et moins vous avez de droit à construire, quoi. Vous ne pouvez pas vendre autant de mètres carrés. Si vous avez besoin de 3 mètres ou 3 mètres 50, on comprend bien que par rapport à du 2 mètres 50, vous allez perdre sur un immeuble de 10 étages le droit à construire. Il y a la densification. Donc la densification, c'est un problème pour les usagers, parce qu'en fait, beaucoup de gens ne veulent pas habiter une tour. Voilà, c'est un problème, donc il ne faut pas l'oublier. On est toujours entre gens de bonne compagnie hein, sur la décarbonation avec des vœux pieux, mais il ne faut jamais oublier, nous en immobilier, il y a le triptyque situation, et puis je rappelle le mot de mon ami Alain Béchade, qui est cash flow en français, c'est locataire. Donc, vous avez à l'autre bout de la chaîne des gens qui achètent et construisent des immeubles aussi pour avoir des rendements locatifs. Et pour avoir des rendements locatifs, il faut mettre des gens dedans. Et ça, c'est compliqué parce que autant sur les 10 dernières années, allez, vous aviez 70% de l'investissement en immobilier d'entreprise qui allait dans le bureau. Donc, c'était simple, pérennité de flux, des cash flows excellents. Mais la déflagration très importante qu'on a eue au moment du Covid s'appelle le télétravail. Et donc, le télétravail a complètement bouleversé les comportements. Vous avez une sorte d'exode urbain, donc tous les commentateurs disent que non, mais en fait, quand vous interrogez les agents immobiliers des villes moyennes, des agglomérations, il y a eu une augmentation phénoménale des maisons. Bref, tout ça pour dire que la décarbonation de l'immobilier passe aussi par la compréhension des mobilités, pas uniquement dans l'immeuble, mais aussi des mobilités entre départements, entre régions. Et donc ça renvoie à un sujet qui n'est même plus abordé, qui est l'aménagement du territoire. On a en Île-de-France plus de 4 millions de mètres carrés en offre tertiaire. On a sur ces 4 millions, on en a déjà parlé, peut-être 900 000 qui sont totalement vétustes, hors d'âge, etc. Donc vous voyez, on a des enjeux sur la construction. On va le voir avec Philippe sur la solution chambre. On a bien sûr toutes les problématiques d'économie circulaire avec les 4 R qu'on connaît tous. Et puis, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est quelle prime on donne en immobilier à des immeubles vertueux, comment ça marche. Parce que alors là, on est encore à l'âge de pierre. Grâce à Olivier, on va arriver à d'autres âges. Mais c'est très compliqué parce que, en fait, les banques aujourd'hui, ça c'est un avis personnel, ne récompensent pas suffisamment, je trouve, les immeubles vertueux. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore des taux d'intérêt qui varient selon les immeubles. Alors, on commence à avoir, par l'éco-conditionnalité, des prémices de ce que devrait être, à mon avis, un financement vert. Et les banques seront également évaluées sur le verdissement de leur financement ou les financements verts. Vous avez eu 2-3 banques qui ont déclaré dernièrement ne plus vouloir financer des immeubles ou des activités dont l'énergie était essentiellement fossile. De la même façon, on peut imaginer, parce qu'en pense Olivier, c'est que les indices de révision des loyers s'appliquent unilatéralement, quel que soit le vos biens. Donc que ce soit une passoire, que ce soit un immeuble vertueux, etc., tout le monde va se prendre les 3,5 là, sans discernement. Et puis, dans l'évaluation qu'on peut faire pour défaut réglementés, je pense qu'il faut
il faut sanctionner, il faut aussi que le monde de l'évaluation sanctionne les immeubles dont on sait qu'à moyen terme, ils vont se dégrader dans la valeur. Parce qu'on va être sur une hiérarchie des immeubles, une hiérarchie des prestations. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que le temps passe à une vitesse grand V. Mais il reste une question qu'on traitera tout à l'heure, c'est toute l'incidence de l'artificialisation des sols. Tout est lié pour moi. Tout est lié. Vous parliez tout à l'heure d'aménagement du territoire, c'est un vrai sujet. Oui. Avec la contrainte de zéro artificialisation nette en 2050, si j'ai bonne mémoire, c'est un sacré problème sur la disponibilité du bâtiment. Oui, ça va semer la zizanie, comme disait l'autre. Oui. Alors, le Sénat est en train de bouger actuellement. Ils ont retouché à la programmation des dispositions d'urbanisme pour avoir une vision plus souple et surtout accepter un principe d'égalité, c'est-à-dire de traiter dans des conditions différentes les gens qui sont dans des situations différentes. Je ne veux pas anticiper sur les passionnants exposés sur la partie technique, parce qu'il y a une solution technique, et puis après ça, il y a l'équation financière, n'est-ce pas? Oui, et puis alors la bonne nouvelle, c'est un message d'espoir pour tous les propriétaires de nanars, c'est que vos nanars valent peut-être de l'or selon leur emplacement, parce que on le voit dans des zones, il y a un développement très important de tout ce qui est logistique. Et quand vous regardez, si vous circulez en France, vous voyez sortir comme des champignons des plateformes logistiques, parce que le e-commerce, alors même si ça se calme un peu aujourd'hui, mais vous avez des entrepôts immenses de 50 000, 80 000, 100 000 mètres carrés qui se développent et donc construisent sur des terrains et se trouvent confrontés aujourd'hui, évidemment, à cette législation. Donc ça veut dire que les nanars dont je parlais vont retrouver un destin, voilà, parce que ça peut intéresser ces gens-là. On attaque sur le chanvre. Alors, je crois qu'on va laisser la parole à Philippe, qui a même prévu, qui est très sérieux, qui a prévu un PowerPoint. Je ne savais pas que ça existait encore, les PowerPoint. Non, justement, illustrer la filière du chanvre. Et je lui disais juste avant qu'à titre personnel, il y a 20 ans, j'avais utilisé le chanvre, donc je peux témoigner, hormis les vertus que Christian a évoquées avant cette réunion, que le chanvre est un excellent isolant naturel et ça fait partie, avec la paille, avec d'autres matériaux, le bois, de tous les matériaux biosourcés, car comme l'adage c'est quoi? C'est le bon produit au bon endroit. Et ça, on l'a oublié, mais quand vous observez par exemple les meulières, à la Ferté-sous-Jouarre, qui depuis le XVIe siècle fabrique de la meulière, c'était ce concept-là. Donc ils produisaient des meules. Ils ont couvert une grande partie de la région. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on revient finalement des siècles avant sur le bon usage, sur si on prenait la pierre de Paris, pareil, localement, la pierre de Pays, quand on prend le torchis, quand on prend tous ces sujets-là, on prenait ce qu'il y avait dans notre environnement immédiat. Exactement. Philippe, la France vous regarde. Matériaux en circuit court et la ville en circuit court aussi, c'est un autre débat. Effectivement, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Donc l'immobilier qui est effectivement émissif de carbone, mais l'immobilier peut, à travers les matériaux biosourcés et géosourcés, devenir stockeur de carbone, fossiliser le carbone. Et donc être positif dans cette équation. Ces matériaux biosourcés et géosourcés, on va faire un focus sur le chanvre, qui est exemplaire à plus d'un titre. La France, c'est le 3e producteur mondial de chanvre, après la Chine, qui le produit exclusivement pour le textile, et le Canada, qui le produit exclusivement pour la protéine. Et la chanvre a réinitié une technique ancienne, ancestrale. On utilise ce chanvre dans les bâtiments avec de la chaux depuis le Moyen-Âge, avec de la paille également. Donc, à réinitier ça, il y a une trentaine d'années. Je vous rappelle que le chanvre, on a arrêté la production. On faisait 180 000 hectares de chanvre en France en 1940. Ça a été arrêté à la demande des États-Unis, dans le cadre du plan Marshall, qui ont imposé à la France et à l'Europe d'arrêter la production de chanvre pour écouler la fibre nylon du pont de Nemours. Et donc, il y a une trentaine d'années, l'INRA a ressorti la semence qui est débarrassée de THC, le psychotrope du chanvre. Donc, on ne fume pas les murs pour replanter
du chanvre en France et écrire ces fameuses règles professionnelles. Donc, c'est l'équivalent d'un document technique unifié qui permet de construire de manière assurantielle sur l'ensemble du territoire national et à l'exportation. On construit en chanvre en Australie, au Japon, on construit en chanvre en Israël, on construit en chanvre au Canada avec les règles professionnelles françaises. Donc, Cocorico, nous ne sommes pas que bons en foot. On est bon aussi sur ces matériaux biosourcés. La loi résilience implique aussi en 2025 d'avoir 25% de matériaux biosourcés intégrés dans les bâtiments. Et donc nous répondons à cet objectif-là et cette pertinence-là. On va développer la pertinence sur le stockage carbone. Donc on peut peut-être avancer effectivement sur cette plante, encore la diapo suivante. Encore la diapo suivante, que vous ayez une image voilà, de la plante. Donc, elle ressemble au cannabis, mais c'est le chanvre sativa, donc le chanvre industriel qui est débarrassé de THC. La semence est contrôlée par l'État tous les ans. Et donc, on ne peut pas fumer. Il faudrait 1 hectare de chanvre pour faire un joint. Donc, si vous fumez du chanvre sativa, vous allez avoir mal à la tête. Ce chanvre, en fait, il ne vient pas concurrencer la culture vivrière. On fait après le chanvre, on fait du blé, on fait de la betterave. On plante la graine en avril, on récolte la plante en septembre. Entre ces deux périodes, il y a 0 intervention de l'agriculteur dans le champ. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'intrants, pas de pesticides, pas de phytosanitaires dans le champ de chanvre. Et donc, évidemment, toutes les agences de l'eau du territoire national, donc pour ce qui concerne l'Île-de-France, l'agence de l'eau Seine-Normandie, incite les agriculteurs à planter du chanvre dans leur culture rotative parce qu'ils réduisent, même un agriculteur qui est en conventionnel, réduit son impact intrant dans les rivières une fois qu'il plante du chanvre. Une fois que cette plante est coupée, on va récolter évidemment la graine pour l'industrie alimentaire. On fait de l'huile de chanvre qui est utilisée essentiellement dans le nord de l'Europe où il n'y a pas d'huile d'olive. Et puis, on va utiliser la tige donc de 2 manières, une fois défibrée. La filasse d'un côté pour faire de la laine de chanvre et pour l'industrie automobile. Tous les chanvriers nationaux travaillent pour Faurecia, un équipementier automobile. Tous les tableaux de bord, les contreportières de vos voitures aujourd'hui sont avec de la fibre de chanvre parce qu'elle est plus résistante que la fibre de verre. Elle est recyclable 3 fois et elle est plus légère. Donc tous les équipementiers aujourd'hui travaillent avec la fibre de chanvre. Et puis le bois de la plante qui va servir à faire du béton de chanvre. Donc cette chaîne vote va servir mélanger de la chaux, qui est un produit naturel, donc sans intrants, sans produits chimiques, produit naturel pour faire du béton de chanvre. Ce béton de chanvre, il a une caractéristique exceptionnelle, il stocke du carbone. Dans le champ, on stocke 15 tonnes à l'hectare, du mois d'avril au mois de septembre. 15 tonnes à l'hectare, c'est l'équivalent d'une forêt. Mais une forêt, elle le stocke sur 50 ans. Le chanvre le stocke sur une période de culture. Donc, tous les ans, on stocke 15 tonnes à l'hectare. Et dans tous les usages de ce chanvre qui sont fossilisés, donc l'industrie automobile, le bâtiment et le textile, on stocke ce carbone, donc en l'occurrence dans le bâtiment pour ce qui nous concerne. Et ça, c'est une valeur, effectivement, vous l'aviez dit, sur la RE 2020, et c'est reconnu. Faire des façades en béton de chanvre permet, dans un bâtiment tout à fait conventionnel, d'avoir un label biosourcé niveau 3 et de stocker effectivement correctement du carbone. Et de le fossiliser sur plus que dit la RE 2020, puisqu'elle le fossilise, la RE 2020, sur 25 ans. L'analyse de cycle de vie du béton de chanvre, c'est plus de 100 ans. Voilà. Donc on stocke ce carbone, in fine, sans dégradation des caractéristiques du bâtiment. Mais on est encore plus vertueux sur le fait que tous ces matériaux biosourcés et géosourcés, en fin de vie, peuvent être compostés, recyclés intégralement, sans dégradation pour l'environnement. C'est le cas du béton de chanvre. Le béton de chanvre peut être reconditionné ou recyclé intégralement dans une nouvelle production de béton de chanvre. Et donc ça, c'est une vertu effectivement qui n'est pas reconnue encore par la REP, cette responsabilité élargie du producteur qui s'applique au 1er janvier 2023. Mais nous y travaillons avec le gouvernement, avec le Parlement et avec les éco-organismes de manière à faire reconnaître ces vertus-là. Autre aspect, c'est que ces matériaux biosourcés ne sont pas utiles que pour la construction neuve, ils sont utiles évidemment pour la construction en rénovation énergétique. Donc nous travaillons avec l'ANA qui récupère au 1er janvier l'intégralité des dispositifs de prime rénov pour faire reconnaître effectivement au-delà de la résistance thermique cette capacité à stocker du carbone dans les opérations de rénovation énergétique. Et puis, pour finir, nous travaillons avec le Parlement, donc députés et sénateurs, pour cette TVA en circuit court ou circulaire, de manière à faire reconnaître effectivement ces vertus de stockage carbone pour les matériaux biosourcés de manière générale, et le chanvre en particulier,
de manière à ce que les opérateurs puissent accéder, les opérateurs, que ce soit les particuliers comme les promoteurs, puissent accéder effectivement à une valeur inférieure dans cette application de la RE 2020 qui coûte plus cher, clairement. Appliquer la RE 2020 pour un promoteur aujourd'hui, c'est plus cher qu'un bâtiment conventionnel. Donc nous travaillons sur ces sujets-là. Voilà un petit peu pour le... Est-ce qu'on peut parler un peu de coût? Combien ça coûte, etc. Parce qu'on pour être concret. Très concrètement, donc ce béton de chanvre jusqu'à l'inflation des matières premières que nous avons connues ce dernier trimestre coûtait 20% plus cher. Ces cours des matières premières végétales, c'est un cours qui est national. Il n'est pas sur le cours international comme le blé. Et donc, il est à ISO-coût. Ce cours-là n'a pas augmenté et il est en plus contractualisé avec les agriculteurs sur 4 ans. Nous travaillons avec justement Bercy pour faire reconnaître le stockage carbone au champ, du champ au chantier, donc permettre aux agriculteurs d'aller sur le marché carbone national, de manière à ce que l'agriculteur comme le promoteur puissent accéder à ce marché carbone. Donc nous sommes à ISO-coût. Donc du coup, l'augmentation des matières premières a fait réduire la balance au profit de ces matériaux biosourcés. Et 20% plus cher, ça ne concerne que la façade du bâtiment, que ce soit en rénovation ou que ce soit en construction neuve. La façade du bâtiment, c'est 20% du prix du bâtiment. Vous faites 20% sur 20%, donc ça fait à peu près un surcoût de 5%. Quand on a des isolants, par exemple, en rénovation de maisons anciennes, si on met par exemple du BA13, généralement on mettait de la laine de verre, des choses comme ça, sur, je sais pas, 15-20 cm. Là, la performance d'isolation du chanvre, vous la garantissez au même ordre que ce que l'on peut rencontrer sur du Saint-Gobain ou sur d'autres choses. C'est-à-dire que des particuliers qui auraient à rénover peuvent mettre en isolant du chanvre. Vous avez des matériaux que vous pouvez mettre là, vous avez des calculs là-dessus de retour d'expérience. Voilà, exactement. C'est ce que je vous disais, ces qualités de ces matériaux-là sont extrêmement longues, 100 ans, plus de 100 ans. Le consensus qui a été trouvé dans ce qu'on appelle l'ACV dynamique, l'analyse de cycle de vie qui est inscrit dans la RE 2020, c'est 50 ans. Pourquoi 50 ans? Puisque nos matériaux peuvent aller beaucoup plus loin dans la persistance de leur qualité. C'est parce qu'il fallait trouver un consensus avec les matériaux conventionnels. Une laine de verre, pour ne pas la décrier, au bout de 10 ans, elle est plus isolante. Parce que voilà, elle s'est ratatinée, elle n'est pas résistante à l'eau. Alors que nos matériaux sont résistants tout à fait à l'humidité. Voilà. Pendant plus de 100 ans, ils conservent la totalité de leurs caractéristiques. Et donc, ce consensus qui a été trouvé à travers la RE 2020, il défavorise peu ou prou ces matériaux biosourcés. Mais nous avons des qualités qui sont... J'ai une question à vous poser, parce que c'est vraiment passionnant ce qu'on voit quand on vous écoute. Quand on regarde le cycle, la naissance, la vie et la mort du produit, c'est gagnant à tous les coups. Complètement. Et donc, vos 20%, ils sont étalés, c'est 20% en apparence, mais en réalité, c'est pas 20% si on fait un bilan global. Une question plus précise, compte tenu des difficultés d'alimentation en eau d'agriculture, est-ce que c'est un produit à la culture qui mange beaucoup d'eau ou pas? Donc c'est une très bonne question, ce n'est pas du maïs, il n'y a pas besoin du tout d'irrigation pour cultiver du chanvre. C'est en plus une plante extrêmement résiliente. Les chaleurs que nous avons connues cet été, eh bien, on a eu un rendement de 10% supplémentaire sur le chanvre, sans irrigation. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend? On peut cultiver du chanvre à peu près partout sur la planète, donc évidemment sur le sud du territoire national, mais au Maroc, voilà, ne parlons pas de Maroc en ce moment. Non, on ne va pas parler de Maroc. Mais tout se passe bien pour cette plante qui est extrêmement résiliente. Et qui va structurer le sol en plus, c'est un peu comme la vigne, elle a un système racinaire qui va fracturer le sol jusqu'à 4 mètres. Donc la plante qui suit a moins besoin d'énergie pour aller chercher l'eau. Extraordinaire. C'est fabuleux. Okay. Merci Philippe. Et puis il faut également souligner tous les autres impacts, pareil, qu'on ne souligne pas assez, c'est-à-dire en termes d'emploi, c'est quand même un sujet. Réindustrialisation du territoire, de la main-d'œuvre, filière chanvre, etc. Donc grâce à Philippe, on a appris, il a mis fin à un mythe. On ne fume plus le chanvre, Christian. Voilà. Et on peut se faire du blé avec du chanvre. Voilà. C'est le deuxième sujet, le deuxième enseignement de cette matinée. Parlant du blé. Du blé ou de l'oseille, hein, on va pas être voilà, Alors maintenant, la parole est
est à Monsieur Meige. Oui. Donc sur tous les sujets de cotation d'immeubles, c'est un sujet qui est très important pour nous parce que la place a du mal à aller dans la direction d'une cotation de la qualité des actifs, et la construction, les caractéristiques techniques des bâtiments y contribuent. C'est d'ailleurs assez amusant puisqu'il y a déjà des tentatives sur des classes d'actifs, par exemple pour les entrepôts, depuis 15 ans, 20 ans, on a la grille CELOG qui hiérarchise les entrepôts en classe A, B, C. Il y a eu jadis, depuis plus de 20 ans, la grille CIB aussi. Et c'est vrai qu'il est sans doute très important qu'on puisse se référer à des classifications, à des cotations, et comment on peut rentrer ça, puisqu'on se bat depuis toujours pour dire l'immobilier, c'est pas qu'un loyer, un taux de rendement et un prix au mètre carré. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs d'usage, il y a des valeurs immatérielles, et il va falloir intégrer alors certains fonds, des investissements cotés notamment, de plus en plus s'engouffrent quand même dans la voie de l'ESG, etc. Donc Olivier, quelle est ta vision aujourd'hui de tous ces sujets? Comment tu l'impactes et comment tes clients investisseurs appréhendent ces points? Ok. Oui, alors effectivement, la question de l'ESG en général et du carbone en particulier est de plus en plus, est très prégnante. Quasiment tous les investisseurs se sont donné des objectifs très ambitieux, net zéro à 2030, 2040, etc. Et donc il y a beaucoup je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'effets d'annonce, il y a beaucoup d'intentions, des intentions qui sont, je pense, sincères dans beaucoup de cas. La difficulté, c'est que quand on revient à des conditions, je dirais, plus prosaïques, qui sont la thèse d'investissement, combien ça coûte, combien ça rapporte, là, à chaque fois, ça coince. C'est là que se situe, je dirais, la friction. Et ça, c'est parce que, comme l'a dit Laurent, il y a encore des pratiques de valorisation qui sont, on va dire, un peu archaïques. Alors, quand je dis valorisation, je ne parle pas que des experts, je le précise tout de suite, je parle des valorisations, des méthodes de valorisation qui sont employées aussi par les investisseurs, qui sont des méthodes de valorisation qui sont, pour une bonne partie subjective, très financières, qui aboutissent à une représentation tronquée finalement de l'actif immobilier et qui sont relativement court-termistes. On ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, ce qu'il faut, c'est évoluer vers un autre type de valorisation qui soit plus long terme et qui puisse intégrer les facteurs de développement durable, dont les aspects carbone. Et donc ça, aujourd'hui, ça existe, on le fait, et on est en train de mettre en place avec les investisseurs et secondairement les experts. Pourquoi je parle des investisseurs d'abord? Parce que quand on parle de valeur long terme, il faut malgré tout être en situation de pouvoir faire un pari sur le futur, c'est-à-dire de se dire qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de dimensions, donc dimensions de développement durable, le carbone, la biodiversité, etc., qui vont être valorisées dans le futur et qui vont finalement, ou inversement, des immeubles qui ne correspondent pas ou qui ne sont pas vertueux sur ces dimensions-là, vont être dans le futur pénalisés. Et il n'y a que les investisseurs qui peuvent faire ce genre de pari-là. Un expert, lui, peut-être Laurent, tu n'es pas tout à fait d'accord, mais en fait, il se voit comme ça, il se voit comme des gens qui regardent la façon dont les mécanismes de pricing, en fait, qui prévalent aujourd'hui, et ils se conforment aux mécanismes de pricing qui prévalent aujourd'hui. Et même quand je dis aujourd'hui, c'est peut-être un peu hier. C'est beaucoup hier. Et donc, ce qui fait que quand on a juste cette approche-là, c'est-à-dire de se dire, voilà, si ce n'était pas la vertu carbone, si elle n'était pas valorisée hier, ben finalement, il n'y a aucune raison que je la valorise aujourd'hui, puisque le marché, moi je suis un observateur pragmatique du marché, donc je réplique ce qui a été fait hier. Et comme je n'en tiens pas compte aujourd'hui, ben, il n'y a aucune chance que les prix, en fait, en tiennent compte demain. Et donc, on est dans ce circuit, ce circuit infernal, qui est que, comme ce n'était pas pris en compte hier, ça ne sera pas pris en compte demain non plus. Et donc il faut arriver à sortir, et ça c'est parce qu'on est sur une analyse de prix uniquement. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut donner aux investisseurs la possibilité de faire un pari et donc leur dire, regardez, il y a cette valeur long terme, cette valeur durable qui existe aussi, qui est une observation très pragmatique et qui donc vous donne la possibilité de vous positionner entre éventuellement une valeur spot, c'est-à-dire aujourd'hui, et la valeur durable. Et plus l'investisseur a un horizon d'investissement long, plus il sera en mesure finalement de prendre des risques et de se rapprocher de la valeur durable.
Donc ça, je pense, c'est un premier aspect. Donc il y a une sorte, il faut voir un peu, je pense, l'investissement, l'investissement immobilier comme une sorte de, il y a une sorte de balance sheet en fait, une sorte de bilan, de compte de bilan, notamment en lien avec l'acte de construire. C'est-à-dire que là récemment, on a été contacté par un promoteur qui nous dit voilà, bon, c'est très bien ce que vous faites, mais vous en fait, ce que vous faites, c'est que vous mesurez finalement le côté vertueux de l'immeuble une fois qu'il est construit. Et nous, on s'intéresse à l'acte de construire, c'est-à-dire à tout ce qui se passe en fait entre le moment, le début de la construction et la livraison. Et donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est effectivement, en plus de valoriser différemment les immeubles une fois qu'ils ont été construits. Donc, après, donc ça, je dirais que c'est plutôt la partie actif. Au passif, il faut mettre justement toutes les externalités négatives, dont éventuellement les émissions de carbone, parce qu'on ne peut pas empêcher les émissions de carbone pendant l'acte de construire. Et donc, on aurait à l'actif la création de valeur durable, et au passif, on aurait justement la valorisation des externalités négatives, dont les émissions de carbone, qui sont relativement simples à valoriser, puisque on a maintenant un marché qui permet de le faire. Alors, ce qui est vrai, c'est que les investisseurs, comme les experts, ont une vision beaucoup trop rétrospective. C'est-à-dire que pour acheter, pour investir, ils regardent ce qui s'est vendu. Et c'est ce qui va fonder leur marché et leur capacité à acheter. Et ça, c'est gênant parce que, Pauline en parlait tout à l'heure avec l'analyse de cycle de vie, et non pas l'AVC, comme disait un étudiant l'autre jour, là. On a failli avoir une attaque. Comment ? En fait, c'est de raisonner toujours en approche globale sur un actif et pas d'être en approche spot sur un temps donné. Pourquoi ? Parce que, en fait, il n'y a plus quasiment de pérennité de preneurs dans un immeuble. Je pense que c'est un peu illusoire de le croire. On l'a vu encore une fois avec le télétravail. Là, vous avez 20 ans, un autre mythe qui s'est effondré. C'est avant, c'était le bureau à Paris dans le QCA, et comme disait Béchade, le Qatar central des affaires. Et en fait, on se retrouvait piégé dans ce sujet. Les taux de rendement baissaient, les valeurs mécaniques augmentaient, et maintenant, on a quelque chose qui est beaucoup plus perturbant pour tous ces acteurs, c'est que les taux de rendement augmentent, puisque je suis resté un peu technique, mais le spread, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre l'OAT, qui est le sécurisé, qui est à quasiment 3%, et les taux de rendement prime à Paris en bureau qui étaient à 3%, il n'y avait plus de prime de risque. Donc d'une certaine façon, même pour le carbone, ça va être une bonne nouvelle parce que ça devrait les hiérarchiser. Mais en fait, je pense qu'il y a un problème culturel par rapport à eux, c'est de dire attention, ce que vous achetez aujourd'hui, dans de bonnes conditions avec des bons fondamentaux, peut en quelques années être une catastrophe parce que vous évaluez ce que le législateur est en train de vous imposer et parce que, il faut le dire aussi, les banques ont continué à financer ces investisseurs-là en n'étant pas trop regardants sur les matériaux. Donc, je pense qu'il y a un effet ciseau qu'on doit avoir. Pour moi, le financement est clé. Hein. Absolument. Si on finance des cochonneries au même prix que ce qu'on veut faire, ça ne marchera pas. Bien sûr. Et qui dit financement enfin, on revient au sujet, qui dit financement dit valorisation. Voilà. Et que dans des cash flows, vous n'intégriez pas des capex sur un cycle de vie de bâtiment, c'est une hérésie. Bien sûr, bien sûr. Et peut-être dernier point de mon côté, donc là on a parlé beaucoup du raisonnement de la valorisation au niveau actif individuel. Il y a aussi un raisonnement à avoir au niveau de la construction de sites, de la transformation des sites. Et je pense qu'il y a quelques mots-clés qui sont importants aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est la compacité et puis la mixité d'usage, puisque la mixité d'usage crée des circuits courts et permet également d'éviter les émissions de carbone. Et donc ça aussi, il faut être en mesure de le valoriser. Et puis bien sûr, il y a la régénération, donc la désartificialisation. Là, pour donner un exemple rapide, on travaille depuis un an, un peu plus d'un an avec le groupe Auchan, l'association des familles immobiliers, sur la transformation de ces sites, de sites, on va dire, classiques, garé commercial, plus parking, plus quelques
quelques packs, enfin, parcs d'activité commerciale, dans transformation de ces sites en des sites mixtes en fait, hein, en des sites mixtes et qui ont pour objectif une création de valeur du point de vue triple impact, donc à la fois création d'utilité économique, création d'utilité sociale et création d'utilité environnementale. Et donc pour ça, on a mis en place un système de valorisation et d'aide à la décision qui s'appelle MUQI. Donc c'est Mixed Use Quality Index qui a été publié, qui a été lancé, et qui est en train de déployer, à partir de juin de 2022. Alors Casino avait commencé sur ces sujets puisqu'ils avaient changé les cafétérias qui étaient généralement au premier étage pour mettre des crèches. On a fait un test l'autre jour avec des étudiants sur un immeuble de bureau dans une ville des Hauts-de-Seine. Ouais. On était en suroffre et tout d'un coup, c'est exactement ce que dit Olivier, c'est qu'on a prévu une association de crèches privées au rez-de-chaussée. Ouais. On a fait du coworking au premier, deuxième étage. Troisième, quatrième étage, on a mis du logement. Et sur la terrasse, on a mis une villa sur toit en bois. Ça veut dire que le message qu'on doit lancer, c'est que les stratégies value-add, les stratégies de la matière grise vont rejoindre la matière verte. Jusque-là, l'investissement, il était très pavlovien. On avait des flux pérennisés, du 6 ans ferme, 9 ans ferme, on achetait, on ne se posait pas ces questions. Aujourd'hui, on le voit avec certains acteurs, c'est ceux qui vont comprendre les mutations. Moi, je le dis souvent, on est trop dans une approche immobilière. Il faut regarder les comportements, les évolutions. C'est comme ça qu'on va répondre à la demande. La réversibilité, la mixité des usages, les matériaux de construction, le cycle de vie, l'aspect juridique. Donc, c'est bien parce que je pense que ça va alimenter tous nos métiers pour plusieurs générations. Voilà. Bon, OK, merci. Oui, Christian qui voulait... Il y a peut-être d'autres orateurs qui... Voilà, justement. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je ferais juste une observation générale sur le discours que je viens d'entendre. Il y a un économiste qui emploie une formule que j'aime beaucoup qui s'appelle la fragilisation des horizons. C'est-à-dire, c'est toute la lutte entre le court terme et le long terme. Exactement. Donc, est-ce que la solution ne passe pas effectivement par une meilleure finance verte? Parce que plus on attaque la finance à court terme, plus on valorise la finance à long terme. Et là, il y a question pour des juristes qui aiment le contentieux sur ces choses-là. Il y a certainement des cibles à prendre. Maintenant, ne pas s'en prendre forcément aux entreprises, ne pas forcément s'en prendre aux États, mais surtout la finance verte. Et les prendre à leur propre piège. Hein. Peut-être une petite aparté justement en termes de finances vertes. Il me paraît important de mentionner que la taxonomie durable, oui. C'est une réglementation européenne qui permet de classifier tous les investissements qui sont définis comme durables d'un point de vue de cette réglementation. Et il y a tout un volet en matière immobilière, donc qui pour l'instant a déjà fait l'objet d'une grille de critères, mais qui à mon avis dans les années à venir va être renforcé, enrichi et qui intégrera probablement, pour l'instant on est encore très énergie, et ça intégrera très probablement la dimension carbone et qui permettra, je l'espère, d'avoir une vision un peu plus long terme en termes de financement et un peu moins une version hier, comme vous disiez il y a quelques instants. Une nouvelle séance. Ah oui, ça pourrait donner lieu à une séance supplémentaire, bien sûr. Je voudrais juste, parce que comme ça que le temps passe très très vite, et j'aurais aimé effectivement qu'un petit peu les présents puissent s'exprimer. Bien sûr. Et même les absents. Et en particulier, je voudrais donner la parole à Ben, parce que Ben est très, très impliqué dans toutes ces réflexions et il y réfléchit beaucoup. Est-ce que tu voudrais peut-être nous partager un petit peu ta perception des points clés sur lesquels tu digère. Ok. Par contre, voilà, dans 5 minutes, je reviens vers toi. D'accord. Alors, est-ce que Claude, peut-être tu souhaites intervenir? Non, pas pour le moment. Pour le moment. Alors, que je précise un petit peu, Claude intervient sur de nombreuses opérations sur l'ensemble du territoire. Il accompagne les collectivités, les opérateurs pour pouvoir trouver des solutions innovantes. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir agréger, aménager et trouver des solutions qui permettent des réalités nouvelles sur des usages et des usages sur des territoires. Donc, on est en train de travailler sur plusieurs projets actuellement et c'est des éléments clés qu'on prend en compte. Donc, c'est pour ça que Claude est avec nous également ce matin. Alors, Jean-Pierre, je sais que toi, tu es très impliqué sur le développement même international.
Donc peut-être que ça t'évoque des questions, des remarques, des points comparés peut-être à d'autres choses que tu vois ailleurs. Est-ce que tu veux nous partager un peu ta perception des choses? Alors moi j'ai juste un point pour cadrer ce que nous faisons nous de notre côté. On accompagne des entreprises et aussi des écosystèmes constitués sectoriels à se développer à l'international ou à être visibles. Donc on le fait dans le secteur de l'énergie avec un écosystème français dans le domaine de l'énergie, et on cherche aujourd'hui à le faire aussi dans d'autres secteurs, et je crois que le secteur de la construction, l'immobilier est un secteur tout à fait intéressant où il y a beaucoup d'expertise en France qui peuvent être, je dirais, proposées. Et on est d'ailleurs sur des projets importants avec Philippe sur la rive sud de la Méditerranée. Il me semble que ça s'accompagne de tout un savoir-faire en fait, et il faut tout un écosystème d'expertise pour accompagner en fait des projets. Et je trouvais tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, c'est une question peut-être que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous imaginez que toutes ces compétences-là qui sont réunies autour de la table, vous pourriez à un moment donné être intéressé par une initiative qui vous emmènerait à être visible, à proposer votre expertise, votre façon de fonctionner à l'international, vous voyez, là où il y a ces mêmes problématiques que vous avez couvertes. Déjà, c'est très compliqué en France parce qu'on est organisé en silo dans le monde de l'immobilier. Il y a quand même la construction. Dans la construction, il y a des corps de métier. Enfin, c'est malheureusement encore très cloisonné, moi je trouve. Il y a des murs à faire tomber et pas que de chambres. Il faut qu'on arrive à décloisonner tous ces sujets, parce qu'en fait, vous avez raison, c'est que c'est une chaîne globale entre le financement, entre même philosophiquement comment on conçoit l'immobilier de demain, quel est le rapport qu'on a à l'immobilier, à la pierre. On avait même insisté, moi je suis toujours effaré de voir autant de constructions moches dans le paysage français, c'est un scandale. Quand on voit, je ne vais pas les citer, mais je vais les citer quand même, là, quai d'Ivry, l'immeuble, ou même le TGI, je trouve ça me laid, le TGI, je le trouve très très laid. Et donc, on a des choses mochardes, alors que quand même, on avait, Pascal n'est pas là, mais le geste bâtisseur, enfin, il y avait des identités. Et maintenant, où on va dans le monde, les immeubles ont la même tronche quand même. Oui. C'est consternant. C'est vrai pour les vêtements, c'est vrai pour tout. Donc, on pense tous pareil, on s'habille tous pareil, on habite tous pareil. Enfin, c'est un vrai sujet, ça. Je crois qu'il faudrait remettre au milieu de nos débats la beauté. J'avais interrogé le patron d'un grand promoteur national et je lui ai dit pourquoi vous construisez autant d'immeubles moches. Il m'avait répondu c'est subjectif. Ce à quoi je lui avais répondu, savez-vous ce que c'est qu'une jolie fille? Il m'avait dit oui, ça je sais. Je lui ai dit je pense que c'est pareil pour les immeubles. Mais oui, les sujets sont innombrables. Mais ça veut dire que quand on évalue, quand on finance, c'est ce que fait Olivier avec RQR, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein d'items qui doivent définir la valeur, et pas uniquement toujours le même prisme de la financiarisation qui commence à dater. La financiarisation de l'immobilier, c'est la deuxième partie des années 90. Bon, ça va faire maintenant presque 30 ans qu'on est sur ces sujets, que tous les métiers, les asset managers, comprennent rien à la construction. C'est triste. Et là, on en revient à nous, ICH Business Club. Moi, j'enseigne à l'ESPI. Il faut aussi qu'on forme les jeunes de l'immobilier, il faut qu'on les fasse repartir vers la construction. Moi, j'ai appartenu au service d'expertise du Crédit Foncier et on avait à l'époque que des ingénieurs en bâtiment, etc. Et ils ont été peu à peu remplacés par des spécialistes d'Excel. J'ai fait un article dans Business Immo qui s'appelait « Non à la dictature d'Excel », parce qu'évidemment, c'est l'immobilier pour les nuls. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de valeur aujourd'hui, on valorise un intérêt dans un immeuble, un intérêt financier dans un immeuble, mais on ne valorise pas forcément l'immeuble en tant que produit, en tant que chose. Il y a des questions, je crois, sur Internet. Alors, donc, Margot, n'hésitez pas à nous partager une des questions clés que nous avons en ligne. Merci beaucoup. Alors, sur le plan juridique notamment, au total, le traitement du carbone est-il très différent en rénovation et en construction? C'est le cabinet de page. Alors, effectivement, oui, d'un point de vue juridique en tout cas, mais peut-être que d'un point de vue technique, on pourra comparer.
Déjà, il y a une vraie différence de nature, c'est qu'il faut pouvoir inciter à l'acte de rénover, ce qui n'est pas le cas en construction, hein, par définition. Donc, on va avoir tout un champ de réglementation qui va soit imposer, soit inciter à réaliser des travaux. Dans le champ de la rénovation, on va avoir tout le décret tertiaire qui va imposer des objectifs de réduction des consommations d'énergie et donc imposer la réalisation de travaux. Dans le champ du logement, on va avoir une réglementation qui s'appelle l'individualisation des frais de chauffage. Donc, on va toucher au porte-monnaie des habitants pour essayer de les inciter à réaliser des travaux. Donc voilà, on a cette nécessité en termes de réglementation de provoquer l'acte de rénover. Et puis, une différence aussi, c'est, je dirais, l'évolution qu'on a fait en matière de neuf, d'élargir le sujet de l'énergie vers le carbone. C'est encore un peu balbutiant dans le champ de la rénovation. Je dirais que dans le champ de la rénovation et de l'existant, on est encore très centré sur l'énergie parce que c'est ce qui a un coût financier direct. Et donc, c'est ça qui régit encore grandement le sujet de la rénovation. Mais peut-être qu'en termes techniques, est-ce que le sujet est très différent en termes de rénovation et neuf Non, il rejoint très clairement ce que je venais de dire. Effectivement, en termes de rénovation, en plus, on est plutôt orienté vers le cas par cas, c'est ce que vous disiez. Hein. On change la chaudière, on change la menuiserie, ça y est, on a touché la prime rénov'. Mais l'ANA est en train de réfléchir à modifier ça de manière à plus accompagner vers la rénovation globale. Peut-être un aspect que tu m'avais une fois souligné sur le chanvre et la construction avec le chanvre, c'est sa légèreté. Et que cet aspect-là avait un impact très fort sur la nécessité d'usage de béton pour les structures. Puisqu'en fait, l'ensemble des structures se retrouvaient à devoir nécessiter moins de béton parce que justement, on pouvait réduire le poids total du bâtiment. Oui, c'est valable pour l'ensemble des biosourcés, oui, tout à fait. Donc, ça peut être un élément important justement pour la réduction du volume de matériaux consommés. Donc, on a moins besoin en termes d'empreinte carbone de béton. Donc, il y a beaucoup de choses induites par même le fait d'aller chercher d'autres matériaux de type biosourcé. Donc, il n'y a pas qu'une seule réponse par l'usage d'un nouveau matériau, c'est qu'on va amener une réflexion globale sur comment le transport aussi, c'est ça, et l'optimisation des surfaces. Hein. Oui, aussi. Quand on voit les clients que les bureaux sont inoccupés à 50%, je peux vous dire que dans les hypermarchés, vous n'avez pas ça. Hein. Chaque mètre carré compte. Il y a une gabegie. Il y a aussi des espaces qui ne sont absolument pas utilisés. Hein. Ouais. Le cas caricatural des parkings la nuit qui ne sont pas occupés alors qu'on a des problématiques de logistique urbaine, etc. Il y a d'autres questions? Beaucoup de remarques. Alors, des personnes qui nous remercient pour le webinaire. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Hein. On le prend. On accepte des dons. On reversera bien sûr à filière. Voilà, à l'international. Parce que Ben, peut-être tu voudrais. Oui, moi, ça m'intéresse. Sur l'esthétique, c'est intéressant quand même. La réflexion. Ouais. En fait, ça me fait penser. Est-ce que ça vous en parler un peu plus fort? Ça me fait penser à plusieurs volets quand même. Et puis d'articuler en même temps. En plus, ils m'ont demandé beaucoup quand même. Et puis ça rejoint la question politique aussi. Forcément. Parce qu'à partir du moment où on dit que la question de l'esthétique est assez fondamentale dans la mesure où on n'a pas pris cet élément en compte comme l'un des critères pour pouvoir faire évoluer le schmilblick. Et ça, c'est assez étonnant pour certains, mais on peut aussi considérer que une partie de la population n'a pas besoin de ce privilège dans l'existence. Ce qui est quand même assez étonnant. Moi, je vois dans le domaine de la construction navale, par exemple, je ne vois pas du tout ce genre de préoccupation. Pas du tout. Ah, ouais.
Et quand vous travaillez avec ces gens-là, vous vous rendez compte qu'il y a un autre éclairage, un autre point de vue. Et ça me fait penser à un deuxième élément, et qui est aussi éminemment politique, c'est que tout ce dont on a discuté ici ce matin, il n'y a absolument pas comment dire, de répercussions, de courroie de transmission avec le grand public, en résumé. Et même dans les médias, je me posais la question tout à l'heure, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit là-dessus? Qu'est-ce qui est véhiculé dans certains médias? Je trouve que là aussi, on a un cloisonnement incroyable. Alors, ça marche quand même parce que, Ça marche quand même. ouais, ça marche quand même parce qu'en fait, les particuliers se sont pris un peu en main pour ceux qui ont une vision éclairée. C'est-à-dire que vous avez à peu près 100 000 maisons qui ont été construites uniquement sur des matériaux biosourcés, etc. Oui. Mais c'est des circuits parallèles. Et ça, je vous rejoins, c'est effectivement éminemment politique puisqu'il y a des gens qui veulent sortir de la société de consommation et qui retrouvent dans la construction ancienne, ancestrale, le geste bâtisseur, etc., une identité. Une identité. Mais je pense qu'ils sortent quand même de la marginalisation. Ouais. Les médias communiquent quand même beaucoup là-dessus, mais je pense qu'en France, c'est toujours la même chose. Ça ne vient pas d'en haut, ça ne vient pas d'en bas. Les médias, non. Bon. Et puis, il faut quand même reconnaître aussi, c'est que le bon goût disparaît progressivement. Donc, mais vous avez quand même regardez, les immeubles haussmanniens, c'est très intéressant. 40% des salariés choisissent une entreprise, non pas pour le salaire, mais pour l'adresse de l'entreprise. Ah oui, carrément. Plus de la moitié de ces gens-là. Pour le déplacement, alors aussi, non? Pour l'esthétique. Et plus de la moitié de ces gens-là par rapport à la beauté, voilà, au prestige. Donc, en fait, l'immobilier, c'est aussi un levier managérial. Ouais. Parce que quand vous habitez, par exemple, au hasard, ou de Lisbonne, c'est un peu mieux que quand vous habitez au Luth à Gennevilliers. Donc, vous envoyez des signaux qui font que quand le jeune travail est pris dans un cabinet aussi illustre que le cabinet Hugo Lepage, il va arriver avec sa maman en disant « c'est là que je travaille maman, c'est là que je travaille ma chérie ». Donc, il y a une très très forte identité. Et l'haussmannien, voilà, c'est incomparable. Et qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui? Je vous le donne en mille sur le bureau, c'est l'haussmannien dans le quartier central des affaires. L'haussmannien ne connaît pas la crise. Et pourtant, au niveau énergétique, au niveau isolation, les voisins du dessus se plaignent régulièrement de Christian qui parle fort, parce que c'est pas bien isolé. Bon. Non mais, vous voyez, donc il y a toujours, en fait, peu importe le discours et la caisse de résonance médiatique, mais les gens, on le voit dans la consommation des biens aussi en province. Bon, qu'est-ce qui marche tout de suite? C'est pas tellement la maison contemporaine ou la maison Phoenix. Les gens vont chercher des vieilles maisons parce que ça a une âme et une identité. Mais ça touche toujours une partie de la population. Et peut-être deux observations, parce que la discussion est passionnante. Quand j'écoutais la traite d'haussmannien, on m'avait expliqué, parce qu'il y a la place du symbole qui est derrière tout ça, c'est que l'immeuble haussmannien est à la hauteur du plus grand arbre. Donc il y a une correspondance naturelle avec. Il ne doit pas excéder la largeur aussi de la rue. De la rue. C'est vachement bien construit. Il y a quelque chose de pensé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est très juste ce que vous dites. Vous avez formidablement raison. Il n'y a pas ce qu'on discute, ce sont des questions techniques qui n'ont pas suffisamment de répercussions dans le grand public. Car il y a un ouvrage qui vient de sortir, un professeur qui s'appelle François Gemène, G-E-M-E-N-E, professeur à Sciences Po, et qui explique pourquoi pour les écologistes, 4% de moins, alors qu'il y a 70% des Français qui sont écolos, qui vont pour l'écologie. À peu de choses près, mais parce qu'il y a un discours qui ne passe pas. Il y a un discours qui ne passe pas et qui a des logiques. Il ne parle plus d'écologie aussi, il faut dire. Mais c'est pareil pour les architectes, peut-être. Pour les architectes. L'architecte, c'est la même chose. Ils ne sont pas capables non plus de dire que, justement, la question du carbone, c'est relié complètement avec la question écologique. Ben voilà. Et la question écologique, c'est comme par hasard, même étymologiquement, c'est quand même une affaire de la science de l'habitat. Oui, mais là, justement, si on n'intègre pas dans la discussion le symbole, on n'en sortira pas. Moi, c'est ça que je pense, personnellement. C'est-à-dire qu'il faut que ça parle, le symbole,
a cette capacité extraordinaire de cacher en montrant et de montrer en cachant. Et donc, par conséquent, si l'esthétique, c'est lié à ça, hein, c'est lié à cette question, à cette puissance symbolique d'un tableau, d'une œuvre, c'est-à-dire tout ce qu'elle est capable d'évoquer. Et de cacher. Comment? Et de cacher. Et de cacher aussi en même temps. Et donc, on n'est pas du tout dans ce discours-là, c'est ce que vous disiez il y a 2 secondes, on est en discours simplement sur la rentabilité financière, le budget des collectivités publiques, le moins cher possible. Je n'ose pas dire d'autre chose aussi, ce qui est possible. Mais on est complètement parti à côté. Oui, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Déjà, je pense qu'il y a quand même une conscience dans la population, ouais. Au niveau environnemental. Il y a des circuits courts, il y a pas mal d'initiatives. Je pense que le décret tertiaire, la législation, la loi climat, etc., je pense qu'il y a quand même plutôt de bonnes nouvelles. Je crois qu'il faut voir le verre à moitié plein. La filière dont parle Philippe, aujourd'hui, n'aurait jamais eu cette résonance il y a 20 ans. Donc, je crois qu'il faut quand même voir aussi. Moi, je connais plein de startups extraordinaires. Il y a plein de startups qui vont sur l'environnement. Je pense que l'initiative vient des individus, de la société civile et des entreprises. Ça vient pas. Ça vient de. Je sais plus. Il y a Paul Ricoeur qui a une phrase qui est extraordinaire qui dit le destin de l'humanité est lié à la conscience individuelle. Ah oui, c'est ça. Le fond de l'affaire, il est là. Comment on nourrit cette conscience individuelle et comment on l'éduque dans la pédagogie et dans les actions. Moi, je suis très frappé au niveau contentieux, par exemple, contentieux climatique qu'on mène avec Corinne sur l'affaire de Grande Sainte qui est à sa phase 4 actuellement, c'est-à-dire les sanctions, etc. et autre chose. C'est la puissance de la société civile qui est derrière. Et ça a bousculé les juges dans une société démocratique. Et au passage, d'ailleurs, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, le progrès vient de la place de ces personnes dans un ensemble démocratique. Ne demandez pas à la Russie de nous faire des progrès sur le changement climatique. Peut-être un peu à la Chine parce qu'elle est forcée, mais ça, on a aussi quelque chose à réveiller de ce côté-là, parce qu'on ne croit plus en nous, en fait, en définitive. On ne croit plus à notre capacité d'imagination. Parce que là, c'est merveilleux ce qui s'ouvre devant nous. C'est fabuleux. Et ça, si on ne le transmet pas avec de l'enthousiasme en même temps qu'une analyse critique, on n'est pas bon. Hein. Je pense que dans le discours, il doit y avoir les 2 aspects. C'est pour ça que je pense que la valeur, il faut qu'elle soit, enfin je parlais tout à l'heure de valeur long terme, de cotation, etc. Voilà. Il faut que cette valeur soit fondée, directement connectée justement aux consciences individuelles. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'aller finalement faire de quelque part de la maïeutique et d'aller, on va sonder, chercher une résonance, le marché, exactement, une sorte de résonance. Et c'est les préférences individuelles qui doivent devenir finalement la convention de marché qui permet de dire ça c'est de la valeur, ça s'en a pas. On conclut. Ce que disait Flaubert, toute conclusion est bêtise. C'est pas grave. On peut parler entre nous. On peut conclure. Un dernier mot pour dire à ce que disait Jean-Pierre. En vous écoutant, j'avais, pour revenir à ce que faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, oui. Vous avez dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, des villes comme Alger ou Casablanca, il y a un vieux bâti, il y a un patrimoine historique. Vous avez des gens aujourd'hui qui veulent conserver, si vous voulez, ça, parce que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de leur culture. Et là, il y a ces mêmes problématiques de rénovation. Oui, bien sûr. Où il me semble que le discours que vous avez tenu là ce matin peut être tout à fait reçu et intéressant. Rien que le nom de Casablanca, à lui seul, est un programme. Et aujourd'hui, ils cherchent des solutions pour rénover. Oui, parce que vous pensez au blanchiment de tous les... De l'argent? Non. Non, mais en fait, on s'aperçoit que le climat conditionne la construction. On le dit souvent. J'avais été frappé quand vous allez visiter la maison de Jeanne d'Arc à Domrémy, vous avez des murs épais de 80 cm et vous finissez quelques siècles après avec du BA13. Donc, et là, en fait, on repart dans l'autre sens. Donc, c'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce que c'est que le BA13? Oui, merci. C'est de l'isolation, c'est du plâtre. Oui, d'accord. En fait, quand vous avez quelque chose qui est assez moche, on le cache. On met du BA13, un coup de coude, ça s'effondre. Et derrière, on met, comme je disais, du chanvre, on met plus de la laine de roche.
et le BA13 c'est donc très très faible. Et on l'a vu avec les doubles pots, on le voit avec les entrepôts. Les entrepôts, c'est très intéressant, hein. Ils mettent des panneaux photovoltaïques, ils ont compris beaucoup de choses, hein, là-dessus. Hein. Mais je pense à une chose sur l'histoire de la construction. Une certaine Corinne Lepage avait mis dans sa loi sur ce qu'on appelle la loi LOR des dispositions qu'on a oubliées, enfin sur les pistes cyclables, et surtout l'obligation de mettre des matériaux biosourcés dans la construction du bois en particulier. Vous savez ce qu'ont fait les cimentiers? Ils ont fait un recours au Conseil constitutionnel pour faire annuler ça. Eh bien, bon, maintenant, ça a repris, mais je veux dire qu'il y a une sacrée puissance aussi d'un certain nombre de groupes de lobbies particuliers pour rester dans une vision unique. Il y a un levier qui n'est pas assez utilisé, je trouve, c'est le médical, c'est la santé et l'immobilier. Parce que là, vous avez un levier, quand on regarde les composants, quand on regarde les cols, quand on regarde, etc. C'est intéressant, les peintures et tout ça. Les peintures, je pense qu'on n'utilise pas ce levier. C'est un levier très intéressant, mais il est difficile à quantifier. La santé dans le bâtiment, c'est difficile à quantifier. Moi, je crois plus à l'esthétique. Je crois plus à la réappropriation de ces matériaux locaux par les pas contradictoire. Qui peuvent effectivement trouver une différenciation. Voilà. Mais vous savez que dans le... mais c'est difficile à quantifier ça. Comment justifier qu'il n'y a pas de coffre dans le bâtiment grâce au moteur de source, etc. C'est difficile à quantifier. Si Corinne était là, je vous dirais que dans le nouveau droit climatique, il y a la question, de l'environnement, la question de la biodiversité, et la question de la santé. Moi, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps pour montrer que le droit de la santé, le droit de l'environnement se rejoignaient, ce qu'on appelle le One Health, etc. Et donc, c'est une piste à créer aussi, mais c'est pas contradictoire avec l'esthétique, hein. Au contraire, parce que si j'ose dire, l'esthétique, c'est la santé de l'esprit aussi. Attention, parce que je pense que dans les bâtiments mal foutus, on se bagarre facilement. Mais si on admire le bâtiment dans lequel on est, on a une autre réaction. On le protège. Bien sûr. Bon, bah, c'était le mot de la fin de Christian. Nous remercierons jamais assez. Merci à tous d'avoir bravé ce froid. Et puis, nous nous retrouvons c'est la chaleur pour des aventures. Oui, exactement. Voilà. Alors, c'est bien chauffé ici, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, mais... cabinet Lepage ne recule devant rien. Non, c'est des ventilations, je crois. Mais de toute façon, il y a la chaleur communicative des banquets de l'esprit. Exactement. Voilà. Ça réchauffe. Ça fait plaisir de se rencontrer et d'échanger. On peut rester encore 5 minutes ensemble, c'est pas interdit pour ceux qui... Parce qu'on est vraiment dans le cœur du sujet, à travers une partie particulière, on est dans le cœur du sujet de la construction, moi ce que j'appelle la construction d'une œuvre. C'est ça qui